L'idée est venue d'un pain, c'est j'ai pas assez de thunes et je veux pas être commercial toute ma vie. Le dernier conseil que je donnerais là-dessus, c'est commence petit parce que tu dormiras mieux la nuit, quoi. Moi, je suis partisan du fait d'être expert dans un domaine et de cultiver ça. Et en fait, quand tu es trop perfectionniste, ça marche pas. Tiens, et tu fais rien. Il y a un gros souci en tout cas avec ça en France et c'est un peu con. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui avec Alex Lacharme et on va pouvoir parler de nombreux sujets. Alex, t'es investisseur, t'es entrepreneur, t'as écrit un bouquin, t'es passé sur des podcasts connus, notamment parce que t'es allé sur un secteur où on a l'impression que ça s'arrêtait en 2010 et tu nous as bien prouvé le contraire. On va pouvoir développer ça dans quelques minutes. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Super, merci Jérémy pour l'invitation. Je suis très content de passer sur ton podcast. Je m'appelle Alexandre Lacharme, j'ai 36 ans et je suis un entrepreneur multicasquette depuis que je suis gamin. Tu vois, je sais que toi aussi, tu as toujours aimé entreprendre. Et moi, depuis que je suis gamin, je mets les mains dans le cambouis, j'aime entreprendre. Tu vois, j'avais créé une chaîne YouTube en 2006. Je faisais des petits vlogs, j'habitais à Angers à l'époque. Je savais pas faire de montage, je balançais ça. Enfin, j'ai toujours plein d'idées à la seconde. Ce qu'il faut, c'est les canaliser et y aller. Donc, je dirais aujourd'hui entrepreneur, investisseur, comme tu l'as dit, auteur aussi, puisque j'ai écrit le bouquin, ça a été un vrai truc. J'ai créé une boîte aussi récemment de conseils et de formation, et puis j'ai investi aussi dans les startups. Donc je touche à tout, c'est difficile de décrire quand on fait plein de choses, mais voilà, j'entreprends. Ok, bah écoute, très bien, on va pouvoir aborder tout ça petit à petit. Forcément, je suis obligé de te faire commencer par ce sujet-là, parce que c'est le gros sujet pour toi, même si aujourd'hui, il y a plein d'autres choses qui se sont rajoutées derrière. Tu t'es mis dans l'investissement immobilier, mais avec un cas très particulier, à savoir que tu investis dans des parkings, que tu arrives à avoir de belles rentabilités, avec des méthodes qui foncièrement aujourd'hui sont applicables par n'importe qui, parce que ça demande pas de faire des effets de levier bancaire très 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 élevés, etc. Donc à peu près n'importe qui peut le faire. On est tous persuadés foncièrement, j'ai l'impression que c'est dans l'inconscient collectif des mecs d'internet, hein, c'est peut-être pas comme ça en dehors, mais que le coût des parkings, c'est un truc rentable en 2010 et que c'est plus le cas aujourd'hui. T'es largement capable de nous prouver le contraire. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton chemin, comment t'es arrivé à décider de faire ça sur les parkings, jusqu'où foncièrement t'as développé ce type d'investissement, et ensuite j'ai une autre question, mais je vais attendre déjà que tu finisses avec celle-ci, parce que Ouais, attends, sinon je ça réponds va être déjà un à truc à ça. rallonge, ouais. Il va falloir que je prenne des notes, tu vois, dans ma tête. En gros, Jérémy, si tu veux, pour te la faire très très simple, parce que je l'ai raconté plein de fois, mais là, je veux la synthétiser à mort. J'ai une idée très simple qui ne demande pas d'être supérieurement intelligent ni d'avoir fait un bac plus 39. C'est de prendre des parkings, d'acheter des parkings et de me dire comment je peux gagner plus d'argent et comment je peux répondre à un besoin. Donc, j'ai acheté un parking que tu pourrais louer 100 à une voiture. Je l'ai divisé en 4. J'ai mis 4 motos ou scooters et j'ai loué 200, 4 fois 50 euros. Et j'ai dupliqué bêtement. Et en fait, j'ai fait en sorte que, si tu veux, le loyer que je touchais était supérieur au crédit que j'avais. Donc, ça faisait, tu vois, un cash flow positif. Et j'ai scalé pendant 10 ans en side business à côté de taf de salarié qui était plus ou moins bien ou pas. Mais j'ai serré les dents, tu vois, je me suis dit, je suis salarié, je fais du crédit, etc. Donc, c'est ça le principe. J'ai commencé en 2013. J'avais pas forcément d'argent à l'époque. Je gérais très mal mon budget. J'étais hyper dépensier. J'adorais les fringues. Je sais que toi aussi. J'adorais, tu vois, les fringues, les trucs. Je passais mon temps dans les boutiques. J'étais à Paris, dans le 17e, vers Villiers. Donc, je descendais à pied. J'arrivais aux Galeries Lafayette, Printemps, tout ça. Et j'avais une petite paye d'alternant, tu vois. Je gagnais 1000 balles. J'étais commercial. Je faisais du cold calling dans une agence de com spécialisée dans les marques bio. Et du coup, j'appelais des mecs dans le Larzac pour qui je devais vendre de la pub. En fait, ils avaient tu vois, des marques de cosmétiques. Mais je tapais dans Google, je te jure, hein, je tapais dans Google marque de cosmétiques bio, fromage de brebis bio. Et je tombais sur des sites internet de 2005. Encore, je suis gentil. Et Ils je sont devais toujours là appeler, aujourd'hui, hein. je te jure, ils sont tous morts. Mais je devais appeler ces gens-là en leur disant, viens payer un abonnement, ta site reconduction de 1500 balles et on va mettre tes produits en ligne, on va communiquer, on va te faire des jeux concours Facebook en 2011. Tu vois, les gens, parfois, ils comprenaient rien, ils raccrochaient au nez, etc. Et on allait faire de la prospection aussi sur le terrain, dans les salons bio internationaux, etc. Donc, le contexte, c'est ça. Pas trop de thunes, une petite paye d'apprenti, un quartier sympa, et j'étais dépensier et je gérais très mal ma thune. Je dépensais plus que ce que je gagnais. Et à un moment, je me suis dit, ouais, il faut trouver une solution parce que
c'est chaud, tu vois. Je vais pas être commercial toute ma vie. Je savais faire que ça dans le milieu de l'entreprise. Et je me dis, trouvons une solution. Donc là, je commence à être curieux, à regarder du contenu sur YouTube. Moi, je suis hyper friand de tout ce qui est contenu YouTube, anglo-saxon aussi. Donc je regarde comment fonctionne l'argent, comment investir. Puis en France, il y avait que dalle comme contenu à cette époque-là. Et j'entends l'idée du parking. Je regarde combien j'ai sur mon compte. Gros malentendu, j'ai 4000 balles. Je mets par ordre de plus petits montants. Je trouve une place à 4000. J'appelle à la pause entre trois coups de fil. Le soir, je visite et voilà. Donc l'idée, elle est venue comme ça. L'idée, elle est venue d'un pain. C'est j'ai pas assez de thunes et je veux pas être commercial toute ma vie. Parce que certes, c'est formateur, mais tu vois, c'est dur, quoi. Donc je pouvais pas me projeter dans une carrière de commercial. Tu vois. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui fait un bon investissement dans les parkings? J'ai l'impression que encore aujourd'hui, il y a des choses à faire pour ceux qui savent comment chercher, où chercher, etc. Imaginons, on est en 2023, tu repars de zéro, tu dois te dire, je veux commencer, je veux en faire un. Ceux qui nous écoutent, de toute façon, on en parlera après d'ailleurs, il a fait un programme d'accompagnement complet là-dessus, on vous le mettra en description. Là, on veut les golden nuggets un peu. Qu'est-ce que je dois savoir? Ce que tu dois faire, c'est faire preuve de bon sens. Acheter, selon moi, un parking qui est proche de chez toi. Pour une raison très très simple. Je te parle même pas de logistique de remettre le bif, voir ton locataire et tout. Ça va plus loin que ça. C'est que tu connais ton environnement. Parce que tu y habites. Tu vois l'évolution. Tu vois le client type. Tu vois, c'est très marketing en fait. C'est très empirique et c'est très marketing. Tu vois le client type. C'est qui habite dans le quartier? Est-ce que c'est des gens de 50 ans qui ont des bagnoles, des 4x4? Est-ce que c'est des jeunes un peu bobos? Il faut comprendre ton environnement. Comprendre qui vit dans le quartier. Et du coup, tu vas acheter un parking près de chez toi parce que tu connais l'environnement et tu vas viser, tu vas target justement la personne que tu vas voir comme locataire. Tu vois plein de jeunes qui ont des motos un peu sympas, qui ont la trentaine, etc. On peut pas facilement se garer. Tu vas dire, ah, je vais acheter une place un peu atypique, un peu triangulaire pourrie, comme je l'ai fait. Tu vas l'acheter du coup moins cher parce qu'on peut pas mettre une voiture standard. Tu vas l'acheter 15 000 au lieu de 30 000. Et derrière, tu vas la diviser en 3 et tu vas target ces 3 motards bobos que tu vois tous les jours devant leur bécane à 10 000 euros en face de chez toi. Et là, voilà, c'est ça. Donc, comprendre à qui tu veux louer, acheter une place un peu atypique, donc d'évaluer, que tu vas pouvoir acheter moins cher. Après, il y a d'autres hacks, tu vois, comme prends pas de mon voiture, parce que si tu vois un ascenseur à voiture, ça tombe tout le temps en panne et ça coûte une tonne en charge. Donc, prends une rampe. Et puis après, il y a du risque. Hein. Après, c'est du feeling aussi. Et commence petit aussi. Et tu vois, le dernier conseil que je donnerais là-dessus, c'est commence petit parce que tu dormiras mieux la nuit, quoi. Ok, très intéressant. Donc connaître vraiment son écosystème. Je suis dans une ville de bobos aristocratiques cinquantenaires qui roulent tous en Porsche Cayenne. C'est pas l'endroit pour acheter un parking, quoi. Le souci, c'est que tu peux acheter un parking. Dans ce cas-là, acheter un parking grand. Ça te coûtera plus cher. Mais why not? Bonne renta. Si tu habites à Neuilly, dans le 16 ou je ne sais où, et qu'il n'y a que des Porsche Cayenne, faut viser un grand parking. Qui soit propre, qui soit pas au moins 69 et 69e étage, tu vois, que ça soit au moins 1, moins 2, max, moins 3. Tout dépend de ta clientèle. En fait, qui tu veux avoir comme client, c'est comme toi quand tu choisis un client. Tu peux choisir à un moment des clients que tu veux et des clients que tu veux pas. Tu sais que ça va être que des galères. Bon, moi, c'est pareil. Je refuse plein de gens parce que je veux sentir la personne. Donc, je vais comprendre l'écosystème, je vais viser un client type et après, je vais acheter la place et l'exploitation en fonction du client que je veux avoir. Donc, grande place, coloc de moto, plutôt un pricing à 30-35 euros dans des quartiers un peu populaires, plutôt un pricing pour un deux roues à 70-80 euros comme j'ai dans Paris dans le centre. Donc, il faut prendre en compte plein de facteurs en fait. Ok, hyper intéressant. Ce qui m'intéresse avec cette méthode, si tu veux, c'est que n'importe qui peut démarrer. Il faut pas un levier bancaire de ouf. Tu as une rentabilité cash flow positif, donc c'est-à-dire que tous les mois tu rembourses la banque si tu as fait un prêt, mais bon, foncièrement, limite tu as fait un prêt à la conso, quoi. Et tu dégages du cash flow. Ce qui aujourd'hui, au moment où on enregistre en 2023, c'est dur ça. Les taux d'intérêt ont tellement monté. Moi, on m'a proposé là il y a quelques jours un deal sur un resto, un beau petit resto dans une belle avenue, dans une ville de taille moyenne, etc. C'est 300 000, mais le truc il paye que 1000 balles de loyer. T'es à un petit 3% de renta.
foncièrement sur un truc comme ça, déjà de base, normalement tu y vas pas trop, mais tu peux te dire je me fais un kiff, j'achète l'emplacement. Le problème c'est que 3% de renta avec actuellement un coût du crédit professionnel qui est autour de 4, déjà tu as de l'argent dans le cul tous les mois, avec un bien qui va pas se réévaluer dans le temps, avec un loyer qui a peu de chances de se réévaluer dans le temps, et donc à moins d'acheter un endroit en te disant je sais ce que je vais en faire, aucun intérêt. Et Ouais, des rentas qu'on a pu voir dans l'immobilier professionnel, des rentas à 8, 10, 12, 15 points, dans ce que tu fais, on peut les retrouver. ouais. Et ça, c'est ouf. Tu peux les retrouver en mettant des voitures et tu peux les retrouver en mettant des motos et des scooters. En fait, c'est tout simple, tu vois. L'idée que j'ai eue, fallait juste y penser. Fallait juste y penser, se dire, bah tiens, un parking, depuis quand un parking, on doit mettre forcément une voiture? Moi, je me suis dit ça. Personne, il n'y avait pas de marché à l'époque. Personne faisait ça. Mhm. Il y avait un gars j'avais entendu parler. Il y a un mec qui faisait ça. Mais il le faisait à petite échelle. Et moi, je me suis dit, bah pourquoi pas développer, scaler le truc. Et en fait, parfois, des gens, ils te disent, ouais, le parking, j'y crois plus, ça marche plus, etc. Il n'y a plus de bagnoles. Ouais, il y a moins en moins de bagnoles, je suis d'accord. Mais qui t'a dit qu'on mettait une bagnole dans un parking? Tu peux très bien Mhm. mettre des scooters, des motos, des vélos électriques, je ne sais quoi, du stockage. Qui a dit qu'on mettait une voiture? Donc, si tu comprends ça, ça peut te faire un déclic. Tu peux dire, ah ouais, c'est vrai, je peux mettre 2-3 bécanes. Ça me rapporte combien? 150 par mois. Le crédit, c'est combien? 70. Ah ouais, il y a un petit cash flow. Et après, tu développes. Et tu achètes soit en perso, soit en société. Après, tu te débrouilles, c'est ta tambouille. Mais Mhm. il y a des choses à faire. Et ce qui est cool avec ça, c'est que ça prouve aux gens qu'on peut démarrer sans thune. Donc, ceux qui vont dire, ouais, j'ai pas d'argent, l'IMO, c'est compliqué. Du coup, j'ai commencé avec 4000 balles. Donc, Mhm. C'est qui est intéressant. Ouais, moi j'aime bien. Moi là tout de suite je me dis je vais acheter une place encore plus pétée dans un quartier étudiant où ils en ont marre de se faire voler leur vélo et je mets 25 vélos. tu vois, Mais attends. voilà les Mais, emmerdes. mais voilà les emmerdes, tu vois. Donc, c'est pas pertinent pour nous. Mais pour quelqu'un qui démarre dans la vie, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. Nous, on est un peu vieux, tu vois, maintenant. Mais on a quasiment le même âge tous les deux. Mais quelqu'un qui démarre, tu vois, qui a 23 ans, 25 ans, qui s'est fait ouvrir en deux par la crypto, etc., qui sait pas où il va, ça make sense un peu, tu vois, d'aller regarder ce qui se passe sur un petit parking un peu pourri. Il y a plein de parkings. J'avais un copain à la Ciotat, il avait trouvé des parkings à 3000 balles, tu vois. Bah, 3000 balles, enfin, tu vois, Génial. en fait, il faut être créatif. C'est l'entrepreneuriat, l'IMO et les parkings, c'est de la créativité. C'est de se Mhm. dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? J'ai une place pourrie. Tout le monde me jette des pierres. L'agent IMO, il se fout de ma gueule. Moi, il se foutait de moi, l'agent IMO. Quand j'ai acheté ce truc, il était tout pourri. Il me regardait, j'avais une touffe comme ça, j'étais habillé comme un ado américain attardé, je te jure, je payais pas de mine, quoi. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais vous allez faire quoi avec ça? Ouais, dans ma tête, je me suis dit, t'inquiète pas. Une semaine après, j'avais un locataire, il est resté 5 ans. Donc, il faut aller dans les chemins créatifs que personne n'emploie. Si tu fais un investissement que tout le monde fait, bah, Ouais. ça va performer à 3%. Si tu te creuses la tête et que tu vas chercher un investissement un peu malin, bah là, tu vas pouvoir aller chercher de la performance, c'est comme tout. Mhm. C'est intéressant. J'aime bien cette recherche, si tu veux, de sortir des sentiers battus, de OK, on n'est pas dans les investissements fancy, tendance, sexy, Non, etc. T'es pas en train d'acheter Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. Mais en fait, on s'en fout. Est-ce que ça rapporte du cash flow? C'est tout ce qui m'intéresse dans un c'est investissement. fancy, c'est la finalité. Ce qui est Ouais. fancy, c'est que derrière, ça rapporte et tu peux te faire plaisir, t'acheter des trucs que t'aimes bien, etc. Mais faut être créatif et innover comme tu le fais aussi toi dans ce que tu fais, tu vois. Mhm. Donc, il y a un moment, faut tracer ton propre sillon et puis après, il y a des gens qui vont. Moi, j'ai fait un peu le rentrer le loup dans la bergerie, hein, mais il y a encore des places à prendre. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis pas, je prends 10 ans de plus et je double mon parc de parking et je vais monter d'autres trucs? Écoute, c'est une bonne question. Moi, j'ai voulu le faire tout seul, un peu. J'ai pas fait en association, tu vois. Donc, je Mhm. pourrais grossir vraiment plus fort. Je le ferais peut-être, mais j'aimais bien l'idée d'itérer un peu en mode galérien, tu vois. J'aimais Mhm. bien ce côté euh, bâton de pèlerin, tu sais, un peu. J'aimais bien ce côté un peu genre le mec qui décroche du système scolaire et qui va seul, tu vois. Et step by step, un peu musicien, tu vois, un peu dans la. Moi, c'est comme quand j'ai écrit mon bouquin, tu vois. Quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai pas partagé à ma communauté. Ouais, je mets quel chapitre, on s'en fout. Le bouquin, c'est moi mon bouquin. Je suis allé Mhm. m'isoler à la campagne, dans la Nièvre, mon ami, il y avait rien. Il y avait 3 vaches et une moto à l'ancienne, et j'ai écrit mon bouquin. Et moi, c'était pareil dans l'IMO. Je voyais ça vraiment comme le mec qui fait de la rando et qui veut gravir une montagne.
step by step, tu vois, qui est tout seul, qui galère, qui pleure, qui réussit, qui se casse la gueule, qui revient. Et j'avais besoin, moi, personnellement, tu vois, d'aller chercher un espèce de cheminement. C'est pour ça que j'ai fait solo. Et je l'ai pas fait en mode startup, tu vois, j'ai pas brandé le truc, machin. Et je l'ai pas fait avec 50 000 associés parce que je voulais, je sais pas, je voulais me prouver à moi que je pouvais arriver à faire quelque chose. Et ça m'allait en fait ce côté un peu galérien. Et du coup, forcément, j'ai pas scalé fois 10 000, mais ça peut se faire. Tu vois, je suis pas au bout. Hein. Tu continues encore aujourd'hui d'en acheter? Ouais, je continue. J'en ai acheté un en février et un en janvier. Je continue, ouais. Je continue. Après, j'ai envie de me diversifier aussi, tu vois. J'ai envie de, ouais, j'ai envie de me diversifier dans d'autres business. Ouais, Ça m'a t'arrives à un ouvert des stade. portes en fait. Ouais, ça m'a ouvert des portes de. Ça a été mon pied, si tu veux, mon pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat. Ok. Alors que moi, je viens faire un bac littéraire. Mhm. J'ai fait un peu de théâtre, je viens pas du tout de ça au départ. J'ai fait un bac L, j'ai fait du théâtre, je kiffais la philo, je lisais les Stoïciens, les Sénèques, les Épictètes, j'étais là-dedans, moi. J'étais dans ces trucs-là, tu vois. Et du coup, Ça fait de bons entrepreneurs, hein, on dirait pas comme ça, mais moi j'en vois de plus en plus autour de moi. ah ok, Je vais être un peu caricatural si tu veux, mais les philosophes déchus, ça fait de ouais, c'est bons ça. entrepreneurs. Il y a Ouais. plein de gens. Moi je connais et je travaille avec Simon Delannoy, qui est un ancien prof de philo, qui aujourd'hui fait de l'accompagnement en reconversion. Il y a Jean-Charles Kurdali qui est connu aujourd'hui sur YouTube. T'as le précepteur, t'as plein de choses. T'as pas Mm. mal de gens qui viennent d'un environnement littéraire et philosophique C'est et qui cool. deviennent de très bons entrepreneurs parce que j'ai l'impression, hein, c'est juste une hypothèse personnelle, que ça leur a appris le recul, le calme, de prendre la distance avec les choses et de mettre les mains dedans pour regarder comment ça marche parce que c'est rigolo. Et ça fait de bonnes qualités d'entrepreneur en fait. Je pense, et ça fait des gens qui sont à l'écoute, qui essaient de comprendre. Moi, j'ai pas le background, tu vois, ingénieur. En France, on adore les ingénieurs, les techniciens, Mmh. les super techniciens, tu vois. Les gens, ils sont, tu sais, moi, je les vois, ils montent des startups, ils m'envoient des trucs, c'est des gros, en technique, c'est des brutes. Mais ils parlent que d'eux, que de leurs produits, ils sont auto-centrés. Et le marché, il est où? Comment tu vas vers le marché? Ah, là, ça bégaye, tu vois. Donc, ouais, moi, je viens pas du tout de ce milieu. Je te dis, bac littéraire, j'écrivais des chansons, moi. Tu Ouais. vois, j'écrivais des rimes, des textes un peu de rap, etc. J'étais dans ce délire-là, tu vois, quand j'étais gamin. Et par la force des choses, je suis allé vers le commercial Mmh. parce que j'avais besoin de manger. J'avais ma mère qui était seule et en gros, quand je lui ai dit, tiens, tu peux me payer l'école de commerce à 10 000 balles, c'est limite si je me suis pris une claque dans la gueule, tu vois. Mmh. Donc du coup, de fait, en fait, tu vois, par la force des choses, par accident, je me suis retrouvé dans le milieu commercial avec un phone à faire du phoning, quoi. C'était un gros Mmh. malentendu. Hein. Ok. Ouais, c'est intéressant. À un moment, tu fais la transition et tu te dis, je vais transmettre ce que je sais. Pourquoi cette transition et comment tu l'opères? Très simple. Je dis rien pendant des années, des années. J'investis en side business. À un moment, ça commence à bien marcher. Je commence vraiment à gagner de l'argent et je me dis putain, je suis seul à avoir ce petit hack de mettre des motos et je ressens l'envie de partager, mais c'est pas Mmh. structuré. Et je me dis bah tiens, je sais plus, je parle avec un pote qui a un podcast. Je passe sur son podcast, j'adore l'exercice et ce podcast plaît et on m'invite sur des podcasts et je commence, ça fait boule de neige. Tu vois, un podcast, deux podcasts, trois podcasts. Il n'y avait pas de formation, pas de stratégie business. C'était vraiment purement Mmh. raconter un peu témoignage, quoi, tu vois. T'as fait des Mais gros je l'ai pas. podcasts en France en plus. Hein. Ouais, après j'ai fait la Martingale, on en a fait, il y a eu des gros podcasts et j'ai fait ça avant d'avoir un business et avant d'avoir le livre. Le livre, il est sorti en juin 2022 et la Ok. Martingale, par exemple, je l'ai fait en janvier 2021. J'étais encore Mmh. salarié, j'avais aucun business model. Mais simplement, euh, en fait, ça a titillé tout le monde, en fait, cette histoire de Parkinson. Tout le monde s'est dit, Mmh. mais c'est une bonne idée, j'y ai pensé, je l'ai pas fait. Comment t'as eu l'idée? T'es un martien, quoi. Mmh. T'es un ovni, t'es un martien. Qui tu es, quoi? Explique-moi. Et du coup, les gens, puis ils me trouvaient sympa aussi, et les gens ont voulu écouter mon truc. Et voilà, j'ai eu envie, tu vois, de transmettre. C'est pas un truc auto-centré en me disant oui, je veux qu'on parle de moi, j'ai besoin de reconnaissance. C'est pas ça. C'est plutôt de dire, ça peut servir à des jeunes qui étaient comme moi dans ma situation et qui ont besoin de repères. Tu vois, tous les jeunes aujourd'hui sont paumés et ils ont peut-être envie aussi d'avoir un exemple d'un mec qui propose un truc. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est une proposition. Voilà, j'ai fait ça, ça marche, vous pouvez le faire aussi. Et c'est ce que font plein de gens aujourd'hui.
Donc j'ai eu envie de raconter ça. Et puis après, ça a fait boule de neige. Ok. J'étais encore salarié, donc du coup, c'était un peu mal vu en interne à un moment, tu vois. C'est Tu drôle. m'étonnes. Il y a beaucoup de gens qui disent sur Internet face à des gens comme toi, comme moi, etc. Si ça marchait si bien, tu le dirais pas aux autres, tu le garderais pour toi, tu ferais plus d'argent et tu n'essaierais pas de le vendre. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces gens-là? Ah, merci de me le dire. C'est un truc que je vois plein de fois. Sur TikTok, on a fait des trucs avec les échos, tout ça, et c'était que ça, les commentaires. Tu sais, après, les gens, je pense que les gens, ils sont pas bienveillants quand ils sont frustrés. Mm. Tu vois, s'ils avaient fait eux-mêmes quelque chose, ils seraient contents. Tu te réjouis des autres quand toi, t'es bien, en fait. Si toi, t'es bien, tu fais du business, tu gagnes de l'argent, tu peux pas enterrer quelqu'un comme ça sur un commentaire. Ça, tu vois, c'est un truc qui ne va pas avec 100%. toi. Et ce n'est pas antinomique. C'est pas parce que tu as un business qui marche que tu ne peux pas en parler. D'où tu vois ça? Donc, je veux dire, les gens pensent que l'argent c'est mal, vouloir gagner de l'argent c'est mal, vendre une formation c'est mal. Ils vendent une formation, c'est louche. Pourquoi ils vendent une formation si ça marche? Mais attends, 2 secondes. Déjà, j'ai arrêté mon CDI, je gagnais très bien ma vie. J'ai besoin de relais de croissance, moi aussi. Voilà. Et de deux, je vois pas le problème. En quoi c'est un problème? Et de trois, forcément, tout travail mérite salaire. Si moi je me tue à expliquer à des gens comment on fait, qu'ils ont accès à mes groupes WhatsApp, à échanger, etc., que moi je les aiguille, normalement je dois être rémunéré comme un expert comptable, comme qui tu veux. Donc pour ces gens-là, qu'est-ce que je leur répondrais? Je leur réponds coupe un peu ton tel, va sur le terrain, sors-toi les doigts et bouge-toi. Et ensuite, tu reviens, on prend un café et tu vas t'adoucir. Donc, ça, c'est des gens qui ont peur et qui passent pas à l'action. Ouais, bien sûr. Ouais, moi, je suis un peu mitigé. Je mettais sur Instagram aujourd'hui que quand je reçois des commentaires un peu désobligeants, je suis mi-compassion, mi-casse-toi. Et donc, si tu veux, il y La a des gens. compassion, c'est clair. Des fois, j'essaye de répondre calmement et de les aider, les éduquer, c'est un peu hautain. C'est plutôt de leur expliquer mon raisonnement, tu vois, pour qu'ils puissent en faire quelque chose ou pas, à la rigueur. Mais la plupart m'insultent en général quand j'essaie d'être intelligent. Et donc maintenant, en fait, quand j'ai des gens qui me disent ouais, ça marchait si bien, tu le vendrais pas, je dis bah si, comme ça, je peux prendre de l'argent aux pigeons comme toi. C'est ça qu'ils veulent entendre. C'est ça qu'ils veulent entendre. Bah je leur dis. Moi, j'ai mis sur LinkedIn en bio coach de coach de coach. Vous voulez me mettre dans une case, très bien, voici la case, il n'y a pas de problème. Ouais, mais toi, t'as ton style, tu vois. Tu peux peut-être être clivant pour d'autres, mais moi aussi, moi, je dis ce que je pense. Mais il y a un truc qui marche très bien, qui est très drôle, que j'ai expérimenté, c'est quelqu'un qui m'insulte vraiment fort, tu vois. Je rentre surtout pas dans son jeu et je fais une réponse très drôle, tu vois. C'est très drôle. Ça, j'ai appris dans ma précédente boîte. J'avais un boss qui était comme ça. Il n'arrêtait pas de parler de bienveillance et tout. Je m'entends bien avec lui. Et en fait, je fais un truc très simple, c'est que je suis complètement ironique. C'est-à-dire que tu vois, il m'a insulté, ouais, menteur, vendeur de rêves. Je sais pas, le mec s'appelle Romain. Bonjour Romain, merci pour ta bienveillance. Alors le mec, il m'a défoncé. Merci pour ta bienveillance. Point. Tu vois, déjà, je le remercie pour un truc qu'il n'est pas, mais le mec, il a ça, il est mort. Merci pour ta bienveillance. J'ai noté tes points qui sont légitimes. Et là, boum, tu réponds point par point. Tu fais pas non plus un pavé, t'as pas que ça à foutre, mais tu fais 5 lignes, quoi. Point par point, je te remercie pour ta bienveillance. Merci encore pour ta fidélité. S'il y a d'autres points, tu me dis, tu me fais signe. Et soit il répond pas. Les gens, soit ils sont morts, tu les as tués en deux, ils dorment 3 jours. Ou soit ils changent complètement de discours. Oh merci, d'accord, désolé, j'y suis allé un peu fort. Voilà. C'est intéressant. J'ai observé la même chose. Moi, c'est à l'époque, j'étais beaucoup plus agressif, tu vois, sur ce genre de choses. J'en avais marre et tout. Moi aussi. Ouais. Et à un moment, j'ai un copain à moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Benoît Vochtenka, qui a cofondé une très belle entreprise qui s'appelle Bonne Gueule, et qui lui a toujours essayé d'être dans la communication non violente et dans la bienveillance. Et il transmettait ça à ses équipes. Et donc, peu importe le commentaire, à moins qu'il soit ouvertement insultant, et dans ce cas-là, juste, il le supprime, il le modère, tu vois. Mais sinon, il y avait toujours une réponse empathique et bienveillante. Et j'ai trouvé ça très inspirant, parce qu'en plus, à leur échelle de visibilité, c'est pas la nôtre. Hein. Donc, des commentaires, ils en mangent. Et je me dis, merde, si des gens comme ça peuvent le faire, peut-être que je pourrais essayer. Ça me coûte rien d'essayer. Au pire, je reviens à mon truc d'avant. Et je me suis rendu compte que c'était plus agréable que désagréable, que ça calmait des gens, des fois, que tu prennes le temps de leur répondre. Et depuis, je fais ça. Et puis, de temps en temps, quand ça part en cacahuète, je fais des screenshots, et puis je fais marrer mes potes avec, tu vois. Mais. Ouais, moi aussi, pareil. En fait, si tu veux, t'essayes de te dire, il y a des gens qui vont pas bien,
mais c'est pas parce que je leur rentre dans la gueule que le monde va aller mieux. Donc en fait, j'essaye à ma petite échelle si le monde il est 0,1% meilleur parce que moi j'ai pas insulté un mec qui m'a insulté, bah c'est pas mal en fait. Ouais, c'est pire que ça. C'est qu'en fait, les gens s'attendent à que tu les insultes. En fait, ils veulent rentrer Mmh. dans ça. C'est un cri d'alerte. C'est un cri d'amour, en fait. La Mmh. personne, elle est seule. Elle se dit, j'ai la haine. Je vois un mec qui réussit dans mon business. Moi, je Ouais. réussis pas. Je vais l'insulter. Il va m'insulter. Ça va être une bagarre et ça va me défouler, quoi. Tu vois, Mmh. après, je vais sortir dehors. Voilà. Et en fait, si tu réponds positivement à ces gens-là, bah, tu leur rends service parce que tu vas, de lui-même, il va se dire bon bah j'y suis allé un peu fort et là il va t'apprécier, il va s'abonner à tous tes contenus et ça se trouve il va même devenir client un jour. Donc Mmh. faut pas se rabaisser à. Après c'est l'âge aussi, tu vois, on a vécu des trucs tous les deux, on a l'expérience, mais c'est vrai que plus gamin j'étais plus impulsif et ça m'atteignait plus, tu vois. Ça pouvait me rendre ouf un commentaire moi. Tu vois, vraiment un commentaire. Tu vois, j'avais envie, à l'époque, quand j'étais plus gamin, j'avais envie de convaincre, je perdais du temps à convaincre Mmh. l'autre qu'il Et avait moi tort. aussi. Tu vois, mais non, je suis un mec bien. Tu vois, en gros, je suis un mec bien, je t'assure. Et en fait, je mettais une énergie de malade, pour essayer de faire adhérer la personne. Et tu deviens ouf. À un moment, j'ai dit, ok, on arrête. Mais ouais. Maintenant, en fait, vraiment, je suis arrivé à un stade où la plupart du temps, tu sais, quand je vois un truc comme ça, je me dis, oh, pff. Et en fait, je mets toujours le même smiley, c'est ce smiley qui fait comme ça, là, avec les mains. Et quand les gens ils me Là, je peux saoulent, je rien réponds faire, juste quoi. Je suis ça. comme ça, désolé. Ouais, c'est pas Ah. mal. C'est pas mal, ouais. Et Désolé. ça me détend beaucoup. Ça me dépasse, ouais, c'est pas mal. T'es passé d'investisseur à entrepreneur, ça demande des qualités différentes, des compétences différentes, une vie différente, d'apprendre des choses différentes, etc. Comment t'as vécu cette transition? Qu'est-ce qui a été dur? Qu'est-ce qui a été plus facile? Qu'est-ce que ça t'a demandé d'apprendre? J'aimerais bien que tu nous parles un peu de cette transition pour toi, comment tu l'as vécu. Ouais, très intéressant. Écoute, très intéressant. Mon livre sort le 16 juin, donc là je suis au top, les parkings ça cartonne. Le livre sort le 16 juin. J'avais arrêté de bosser pour la boîte dans laquelle j'étais, cadre commercial, le 31 mai. Donc si tu veux, le bouquin est sorti 16-17 jours après. Là j'étais au top parce que j'ai pris une attachée de presse, on a fait grosse presse nationale, etc. Donc là je suis au top, je suis en vacances, je suis dans le sud, je suis content, etc. Et je me dis c'est quoi la suite? Mmh. Parce que là, plein de gens m'envoient des messages sur les réseaux, je veux faire comme toi, donne-moi des conseils et tout. Et puis à un moment, je suis pas l'abbé Pierre. Je veux bien donner des conseils, c'est cool, mais bon, il faut que je mange, tu vois. Et il faut que je mange. Et du coup, je me dis, je vais créer une formation. Donc là, pendant 2-3 mois, j'ai créé des formations. Alors, j'ai toujours aimé YouTube, donc j'ai tout le matos. C'était pas désagréable pour moi, tu vois, de faire ça. Et par contre, après, je suis arrivé à la rentrée. Et là, il a fallu vendre. J'ai créé une boîte. Et là, ça a été super dur, en fait. Franchement, être entrepreneur, c'est ce qu'on se disait en off quand on s'est vu il y a quelque temps. Euh, Entrepreneur, c'est très très sérieux. Et même si ma mère est entrepreneur, tu vois, ma mère a toujours bossé, créé des boîtes. Quand j'étais gamin, elle avait ses bureaux rue d'Aboukir dans le Sentier. Donc moi, j'ai grandi dans cet univers-là, tu vois. Mmh. D'avoir une mère qui prend pas de vacances, qui s'en fout de sa retraite, elle sait pas ce que c'est les vacances, ma mère, tu vois. Elle a plus de Mmh. 70 ans. Quand je vais la voir, elle est tout le temps en train de bosser. Elle est sur l'ordi, ma mère a plus de 70 ans, tu vois. Mais moi, j'ai grandi là-dedans. Et donc, c'était OK. Mais franchement, difficile, ouais. Ça a été super dur. Et comme tu le sais, après, j'ai pris une équipe. Ça n'a pas fonctionné. J'ai repris une autre équipe. Ça ne fonctionnait pas. J'ai fait moins de sport. Et j'ai commencé à mal dormir, à me lever la nuit. Et ouais, ça a été chaud. Franchement, l'entrepreneur, ça m'a mis une grosse claque. L'entrepreneuriat, ça m'a mis une grosse claque. Là, je sors un peu la tête de l'eau parce que j'ai switché. Euh, Des mots m'ont aidé aussi et d'autres personnes qui m'ont réorienté. Mais franchement, je m'y attendais pas parce que j'étais sur une pente. Le bouquin, le machin, les podcasts, ça se vend bien et tout. Et là, je me dis, ça va marcher tout seul. Je te jure. Mmh. J'étais naïf. Je me suis dit, je vais mettre tant de pubs, ça va rapporter tant. Je sais pas, j'ai halluciné, tu vois. J'ai cru que ça allait marcher tout seul. Alors j'ai mis des closers, des machins qui closaient pas, les pauvres, tu vois, c'est pas, je leur tape pas dessus, c'est pas de leur faute forcément, mais franchement, j'ai pris une grosse tarte, une grosse fessée, qui a duré 3 mois, tu vois. Pendant 3 mois, j'ai pris très très cher. J'étais en train de me noyer, quoi, et là, ça va mieux. Donc très dur. C'est pas évident, hein. Et à côté de ça, c'est marrant, tu vois, parce que moi, je suis plus entrepreneur qu'investisseur, j'investis un peu aussi. Mm.
Et quand tu me dis, ouais, faut monter sur ce deal, IMO, on va faire ça, faut aller voir le banquier, faut aller voir le courtier, faut aller voir ci, faut aller voir ça. Je suis, oh là là, oh, ça a l'air fatigant ton truc. C'est moi, j'ai une équipe, je la gère et tout. Va faire tes trucs, moi je fais les miens et surtout laisse-moi. Moi aujourd'hui, on m'amène des deals, j'en parlais, on a eu cette discussion au mastermind de Gérald. Plein de gens qui faisaient de l'IMO et qui disaient, non mais vous les entrepreneurs, ce que vous faites c'est plus dur. Je fais non, vous regardez le produit fini. On était sur un mastermind de gens avancés, avec pas mal de gens qui font 1 million par an et plus. Et toi, t'arrives, t'as jamais entrepris ou t'as commencé, tu fais quelques dizaines de milliers d'euros et tu dis, non mais ce qu'ils font, c'est tellement plus dur que ce que nous on fait. Mais moi, quand je regarde un parc immobilier de 10 millions, ou même d'un, je me dis, oh là là, ça a l'air dur leur truc. Hein. Mais en fait, il faut regarder où ça commence. Et il faut regarder chaque étape. En fait, c'est ce que je disais au mastermind, c'est des compétences différentes, mais elles sont pas plus dures ou moins dures, je pense. Mais après, toi, ça t'est pas difficile pour toi au début? Quand t'as démarré dans l'infoprenariat, etc. Si, de ouf. Mais moi, j'ai pas tout de suite mis 3 mois pour monter une formation et mis en place toute une équipe. Au début, je faisais du consulting à l'heure. Ensuite, j'ai fait du consulting par mois. Ensuite, j'ai fait un programme d'accompagnement, mais où il n'y avait aucun livrable, c'était que moi face aux gens. Donc, j'ai improvisé en fonction de ce qu'ils me disaient. Puis, j'ai commencé à avoir beaucoup les mêmes questions. J'ai commencé à faire 1 module, 2 modules, 3 modules. Une formation qui s'est construite, j'ai appris à mieux livrer, etc. Et je suis resté pendant très, 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 très longtemps tout seul dans un business qui faisait 200, 250 cas par an, avec rien, avec mon téléphone, avec un compte Facebook, et je parlais aux gens sur Zoom. Et à un moment, j'ai voulu scaler, et j'ai dû tout réapprendre, et c'était dur. Mais moi, je suis passé par toutes les petites étapes, comme tu l'as fait dans l'IMO, en fait. Ouais, mais il y a peut-être un biais, tu vois. Ça, c'est intéressant, c'est que quand tu t'es successful dans un truc, tu penses que tout va être successful. Et je pense que l'erreur que j'ai faite, mais c'est très bien, tu vois, ça m'a remis un peu, ça m'a refait descendre un peu, c'est que j'avais du succès en fait dans les parkings, dans l'IMO, le livre a eu du succès, et je me suis dit, je suis sur une bonne lancée, ça peut que marcher. Et en fait, bah non. C'est pas parce que tu écris un bouquin qui se vend bien, que les parkings, tu as trouvé une super idée, que ça cartonne, que ton programme, ta formation, ton consulting, peu importe, va fonctionner. Et du coup, je suis rentré dans un game où j'avais pas les codes, j'avais pas les clés, je comprenais pas bien. Et les gens ont cru que j'étais milliardaire aussi. Ils se sont dit, le mec, il est business angel. Je suis fou d'avoir mis ça sur LinkedIn. Mec, j'ai mis ça sur LinkedIn. Les gens, ils pensent que j'ai 300 millions sur le compte. Mais pas du tout. Mais à un moment, j'ai envie de dire que je suis business angel. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? J'ai le droit de le faire. Et en plus de ça, ça me permet de recevoir des deals intéressants. Donc, tu vois, d'être targeté. Donc, moi, je le laisse parce que je reçois tous les jours au moins une proposition. C'est génial, tu vois. Donc, moi, je rencontre plein de gens. On fait des calls, on se rencontre, on prend des cafés. Tu vois, c'est hyper intellectuellement très, très intéressant. Tous les jours, je reçois des propositions. Mais j'ai mis business angel. Donc, ils ont cru que j'étais Marc Simoncini ou je sais pas qui. Mais pas du tout. Donc, si tu veux, il y a aussi une croyance. Donc, forcément, les freelances qui me tombent dessus, ils m'éclatent en deux. Ils me sortent des devis de martiens. Moi, je suis plutôt cool et empathique. Donc, tu vois, j'ai du genre à accepter les calls. Et tu sais, ils sont forts, les mecs. Hein. Ils ont un tunnel, ils te font un call, ils caressent dans le sens du poil. Enfin, tu vois, parfois, tu dis oui, quoi. Parce que tu n'as pas de référentiel aussi. Surtout ça, ouais. Je sais pas ce que c'est censé valoir. Moi, le mastermind, il a été génial pour moi parce que j'ai accès, si tu veux, à un réseau de gens qui ont fait les mêmes erreurs que moi et qui me disaient, Coco, arrête tout de suite, t'as perdu 6000 balles parce que moi, je peux perdre 80 000 comme ça et je l'ai fait. Mais si tu dans mon entourage de potes, c'était pas dans ce game-là. Donc, si tu veux, je leur en parlais, ils me disaient, mais tu me saoules avec tes trucs. Donc, si tu veux, j'étais tout seul à décider et parfois, tu peux te faire avoir parce que t'as pas d'éléments de comparaison. C'est ça qui est évident. Et c'est pour ça que je dis toujours que le réseau de qui vous entoure, etc., c'est si important. Pas forcément parce que les gens vont t'apprendre des trucs, mais ils ont peut-être fait les conneries que t'as fait, et inversement, etc. Et ça fait du bien quand t'es dans une phase difficile ou que t'es en train de faire une connerie, d'avoir des gens autour de toi qui fait attends, celle-là je l'ai fait, elle m'a coûté tant, viens, tu la fais pas. J'ai entendu que ça là en mastermind, tu vois, et c'était cool. Et ça sonnait vrai, quoi. Donc, heureusement. Ouais. Effectivement, faut s'entourer de gens qui ont vécu ce que tu as vécu. Comme moi, les gens, tu vois, qui achètent mes programmes, bah, ils peuvent s'appuyer sur moi parce que je l'ai vécu. C'est important. Donc, on fait des erreurs. Je pense que quand tu es entrepreneur, il y a un truc important à dire, c'est qu'il faut accepter de perdre un peu d'argent au début. Ça marchera pas tout de suite, quoi. La V1, elle peut pas marcher, quoi. À moins d'avoir un coup de bol terrible. La V1, elle marchera pas. Ça dépend de ce que tu essaies de monter, en fait. Et je voulais en venir là, tu vois, je pense que si après le livre, t'avais pris un réseau social et que t'étais allé full organique, t'avais tout fait tout seul, petit à petit, tranquille, t'aurais pu avoir le même succès et la même courbe de croissance. Sauf que
en fait, il y a tout le monde qui trouvait tes vélos en bambou que tu fabriquais toi-même à la main stylés. Tu avais fait un livre sur comment tu faisais des vélos en bambou. Et derrière, en fait, au lieu de commencer à vendre des vélos en bambou à tout le monde, tu as commencé à vouloir monter une usine de vélos. Mais tu n'avais pas, pas les skills pour, en fait. Et tu n'avais pas la compréhension du marché de la formation pour. Et si tu avais démarré en organique à vendre toi-même ton truc, à accompagner toi-même tes clients, juste quelques mois, tu vois, tu aurais pu, à mon avis, scaler plus facilement sans te manger un petit mur en chemin. Et tu vois, ça peut pas marcher du premier coup. Si, ça dépend à quelle vitesse tu essayes d'aller, en fait. Moi, il y a un truc que je répète souvent à nos clients, c'est tu peux gagner beaucoup plus que ce que tu crois, mais ça ira beaucoup moins vite que ce que tu voudrais. Et en fait, si tu cherches vraiment à faire step après step, tu peux ne pas te manger de mur. Et tu peux être en croissance permanente. Pas de la surcroissance, mais une petite croissance tranquille permanente. C'est des business qui, normalement, de la formation et de l'accompagnement, qui sont censés faire entre 30 et 100 cas la première année, et ensuite tu x2 chaque année jusqu'à arriver autour d'1 million, si c'est ce que tu cherches. Et après, la courbe de croissance, elle va aller un peu plus doucement, etc. Ça dépend comment tu stabilises. Mais tu as monté en fait directement un système qui était fait pour un business qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors qu'on a commencé, je faisais moins de 10 cas. Tu vois, je faisais en organique des ventes parce que si tu veux, en fait, les clients m'envoyaient des DM sur Insta avec le bouquin à la plage. C'est beaucoup des gens. Donc tu vois, moi j'étais hyper touché et tout, et je les appelais et ça se faisait tout de suite. Mais ouais, j'ai voulu aller trop vite et c'est bizarre, tu vois, parce que avec les parkings, j'allais step by step pendant 10 ans. Tu vois, aujourd'hui, tu dis un millénial, mes 10 ans, il crache dessus, quoi. Il dit, mais moi je veux mettre 6 mois. Donc j'ai fait un truc hyper step by step de gagne petit, 4000, 10 000, machin. Et là, d'un coup, j'ai voulu scaler à mort. En même temps, j'ai rencontré une freelance dans un event. On s'est tapé dans la main. Ça fait comme ça. Hein, on s'est tapé dans la main. Go, on y va. J'étais aveuglé. Je lui ai fait confiance. J'ai pas négo. J'ai dit feu. J'ai signé le truc. Et après, c'est un coup de poker, quoi. Et bon, après, ça aurait pu marcher. Hein. J'ai aussi ma part de responsabilité, tu vois. Mais après, voilà. Ce qu'il faut, c'est pivoter, en fait. Je pense que entrepreneur, tu peux te gourer, mais à un moment, faut mettre une deadline parce que tu en as qui vont dans le mur. En fait, ils sont têtus, entêtés, ils sont convaincus que ça va marcher. Et il y a aussi des biais. C'est quand tu as payé un frais de setup, c'est toi qui me l'avais dit. Bah, tu te dis, je vais revenir, mais en fait, non, c'est perdu, c'est de l'argent perdu. Le biais des coûts irrécupérables. Mais c'est incroyable, ça. Tu m'en as parlé la dernière fois. Je suis resté bloqué 3 secondes. J'ai fait, ouais, il a raison, quoi. Alors que pour moi, c'était un truc que je voulais revenir sur investissement. Et en fait, on revenait jamais. Donc, on a poussé au bout de 2 mois. Et au bout de 2 mois, j'ai dit, stop. Le meilleur exemple du biais des coûts irrécupérables, t'as un arrêt de bus, tu sais pas quand est-ce que le bus y passe. Ça fait une demi-heure que tu l'attends le bus. T'as vu passer un taxi, 2 taxis, 3 taxis, 4 taxis, 5 taxis. Mais tu continues à attendre ton bus. Et tu te dis, ça fait déjà une demi-heure que j'attends, ça se trouve, il va arriver dans 5 minutes, je continue de l'attendre pour rentabiliser la demi-heure que j'ai perdue. Mais la demi-heure, elle est perdue, de toute façon, quoi qu'il arrive. Si tu prends un taxi, t'auras perdu une demi-heure. Si le bus, il arrive dans 5 minutes, t'auras perdu une demi-heure aussi. Donc autant prendre le truc qui a le moins de chances de se faire perdre plus de temps. Et sur le bus, ça nous paraît quand même assez logique, même si des fois on est tous un peu cons sur ces trucs-là, tu vois, genre un peu diffus. Mais sur l'argent, c'est pas si logique. On se dit toujours, j'ai posé ça, donc je veux un retour sur investissement, donc je lâche pas. Mais en fait, si, il faut lâcher. Et c'est un modèle mental aussi de Charlie Munger et Warren Buffett. Avoid dumb things, évite les choses débiles, et surtout évite les choses débiles mortelles. C'est-à-dire trompe-toi beaucoup, trompe-toi le plus vite possible, mais jamais de façon définitive. Et je pense que si tu arrives à avoir ce truc-là dans le business, tu peux aller très très loin. Parce qu'en fait, en faisant des erreurs, t'apprends. Faut juste pas faire d'erreurs mortelles. Et tu vois, quand t'es avec un mauvais prestat, ça peut arriver. Et des fois, c'est la faute du prestat, des fois, c'est ta faute, et des fois, c'est 50-50. Mais si tu restes avec ce prestat 6 à 12 mois, ça peut devenir une erreur mortelle. Alors que si tu cuts vite. Moi, j'ai un truc avec mes prestats, si tu veux, je peux te raconter, comme ça tout le monde en profitera dans ce podcast. C'est j'ai 3 steps. En fait, c'est quand je rencontre quelqu'un qui a envie de travailler. D'abord, je lui dis, OK, on fait 1 mois test. En 1 mois, j'attends pas de résultat de ta part. Enfin, fais de ton mieux, mais en 1 mois, j'attends pas de miracle. Le mois, c'est pour voir si on peut se piffer. Si on aime travailler ensemble. Si ça match. OK ? Si ça match, on va partir sur 3 mois. J'estime qu'en 3 mois, à moins qu'on soit sur un truc très très particulier, en 3 mois, tu peux commencer à avoir des résultats. Donc, on va voir si tu es capable d'avoir des résultats dans ce que tu dis. Et si ça match, on va partir sur 1 an. Et en faisant ça, j'évite les conneries. Mais par contre, attends, j'ai mis 2 ans avant d'avoir cette idée et de le faire comme ça, et je me suis planté plein de fois. Hein. Mais question, tu fais quoi des frais de setup? Les prestats, souvent, il y a des frais de setup. M'en fous, je les prends en ligne de compte. Tu les payes? Ouais. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est comme t'as un prestat qui dit, ouais, Jérémy, je te prends 4 500 € de frais de setup. Ça t'engage. Tu vois ce que je veux dire?
Non, Donc tu les payes. dans mon calcul, je compte que ce test vaut 5000. D'accord. Ok. C'est de même que quand j'ai démarré sur Facebook Ads, j'ai brûlé littéralement 5000 balles pour comprendre ce qui marchait et ce qui marchait pas. Ouais, donc tu es d'accord qu'il faut quand même avoir un peu de cash et pour faire du test and learn, tu vois, pour tester quand même le truc. Et après, il faut savoir pivoter quand ça marche pas. Mais il faut. Ouais, complètement. Ça, c'est important aussi d'expliquer aux gens, c'est que quand vous entreprenez, si vous êtes à 1 euro près, ça va être compliqué de faire ce test and learn qui est hyper Dans ce cas-là, tu essentiel. le fais seul en fait. Si tu recrutes pas Mm. pour ton test and learn, tu testes les choses toi-même. Et à chaque fois que tu accumules Sans un peu pub, en d'argent, ouais, organique par bien exemple. sûr, Ouais. 100%. Tu démarres pas sur de la pub. Si t'as pas une proof of concept, si tu n'as pas déjà vendu en organique, tu sais pas qu'il y a une demande qui fonctionne, que ton produit plaît, etc. Ça sert à rien de lancer de la pub, à moins que tu es déjà un entrepreneur averti, tu as du cash, et tu te dis, au lieu de mettre 3 à 6 mois en organique pour tester mon idée, je vais cramer 2000 balles en une semaine pour la tester plus vite. Mais ça, tu le fais seulement quand tu as du cash, sinon ça sert à rien, c'est débile. Mm. Mais tu vois, c'est des mécaniques comme ça que moi, maintenant, avec les années d'entrepreneuriat, je les ai. Si demain je vais dans ton domaine, je veux investir dans les parkings, je ne sais pas. Bah, tu vas flipper, hein. Je sais pas où regarder, je sais pas quoi penser. Je vais voir une place triangulaire, je vais voir dans un endroit chelou et tout. Je vais me dire non, vas-y, Tu vas non. dire c'est compliqué, non mais tu auras plein de peur, c'est sûr Ouais. que tu auras plein de peur. Tu diras c'est compliqué, c'est si c'est ça, si j'arrive pas à la louer, comment je fais, sur quel site je cherche. Ouais, pour toi ça va être ça me Et alors que stresserait. Oh là là. ouais, alors que moi je suis dans ma zone de confort, mais Ouais. moi je vais chez le notaire en sifflotant, en train de finir mon sandwich, je pense à autre chose. Tu vois, après c'est ouais, et c'est vrai. Je pensais que tu vois, je me disais bêtement entreprendre c'est plus dur que d'être investisseur, mais en fait c'est une question d'habitude. C'est là Je où tu as pense, ouais. posé ton sillon. C'est exactement ça. Et je le vois, tu vois, là, j'ai de plus en plus de deal flow, de gens qui me disent investir dans ma boîte, des trucs comme ça qui arrivent. J'en fais quelques-uns de temps en temps. Et ça me fait penser à ton truc d'ingénieur avant. Tu vois, la moitié des pitch decks que je vais arriver, je lis le pitch, je fais ok, je bite rien. Tout est technique et compliqué. Je fais ok, les gars, juste, vous vendez quoi, à qui, pourquoi. Et ensuite, derrière, je regarde les datas chiffrées du business et les prévisionnels parce que juste ça, je comprends en fait. Et il y a pas longtemps, j'étais sur un truc d'invest et je regarde un business de formation. Et je regarde les tableaux, tu vois, et sur le coup, je capte pas que c'est le prévisionnel. Je crois que c'est le tableau de leurs 2 dernières années. Tu vois. Je loupe le truc d'en haut et Ouais, je ouais. regarde les datas. Je fais, alors, soit c'est des mythos, soit ils ont éclaté tout le marché. Et c'est un marché que je connais par cœur. Je regarde, je cherche et tout. Je fais non, il y a aucune raison que ce soit vrai, tu vois. Et à la fin, je capte que c'est le prévisionnel. Je fais ok, alors le prévisionnel, il a aucune chance d'arriver, même avec une levée. Je fais donc ça à prendre en compte. Mais ça, moi, je sais le regarder dans le business. Et encore, c'est dans des niches très spécifiques du business parce que je connais pas tout, de loin pas. J'ai l'impression, dis-moi ce que t'en penses, que on est dans un monde où être monomaniaque et devenir très 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 bon dans un truc et juste en fait donner ton argent ensuite à des gens qui sont très 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 bons dans d'autres trucs, ce serait presque une meilleure idée que la diversification. Mais ça, c'est une théorie personnelle, j'en sais rien. Tu penses que c'est mieux d'être expert de ton domaine, de rester là-dedans et De faire du moi c'est ce cash que j'ai fait. et Moi c'est ce que j'ai de, fait. et de placer ensuite son cash accumulé, soit dans ce que tu maîtrises, soit chez d'autres gens qui maîtrisent autre chose pour diversifier. Mais pas d'essayer de le faire Bah, toi-même. je suis 1000 fois d'accord avec toi et moi c'est ce que j'ai fait dans les parkings, c'est-à-dire que plein de gens me disent ouais, t'as fait les parkings, pourquoi t'as pas fait des apparts, des immeubles, pourquoi t'as ci, pourquoi t'as ça, parce que je fais ce que je sais faire. Mmh. Euh, je sais ce que je sais faire et ce que j'aime bien faire, parce que j'aime bien faire ce que je sais faire aussi, parce que c'est désagréable de faire un truc qu'on sait pas faire. Donc moi je suis partisan du fait de rester dans ta zone de génie, là où tu es bon, ton investissement où tu es bon, et d'être expert de ton marché. C'est comme à l'école, tu vois. Il y a qu'en France qu'on dit, le problème de la France, c'est qu'il faut être bon, moyen partout. Ouais. Mais moi, ça me va pas. N'importe quoi. Moi, je préfère quelqu'un qui soit très très bon, très très brillant, soit en maths, soit en philo, soit en français. Et après, le reste, voilà. Moi, c'est ma croyance. C'est que je préfère être expert d'une chose plutôt que d'être un peu médium en tout, un peu médiocre en tout. Donc oui, je trouve que ta zone de génie là où tu es très très bon, ça a une valeur pour tes clients et tu peux aider aussi les entrepreneurs sur ces problématiques où tu es meilleur qu'eux. Mais aller manger à tous les râteliers, tu vas te perdre, tu vas être médium et tu seras pas top of mind en fait. Tu vas avoir un ROI de 1,5 dans tout ce que tu fais au Ça lieu va être d'avoir un nul ROI parce de qu'en fait, 12 dans un truc. tu n'auras pas de valeur ajoutée. Mm. Ils vont se dire ouais, il est sympa, on l'aime bien, c'est cool, mais aujourd'hui, moi quand je rentre dans une startup, je mets pas forcément beaucoup d'argent, mais ils sont hyper intéressés pour m'avoir parce que j'ai été commercial 10 ans,
Je connais bien comment on développe un business. Bon, tu vois, ça n'a pas marché au début pour la formation, mais d'une manière générale. La formation, Et c'est vraiment un business très, ouais, très, très à c'est part, encore autre surtout en chose. Ouais, France. c'est encore autre chose. C'est pas une entreprise Ouais, classique, quoi. c'est vrai ce que tu dis. Et moi, j'ai pensé en fait. Je me suis dit, putain, j'étais commercial 11 ans. J'adore ça, machin truc, business, machin truc. Et là, j'ai mis le doigt dans un truc, mon ami, ça m'a aspiré le bras jusqu'à l'orteil. Mais oui, pour revenir à ton point, moi, je suis partisan du fait d'être expert dans un domaine et de cultiver ça. C'est ce que tu fais exactement toi aussi. T'as ta patte. euh, Ce que tu fais, il y a peu de gens qui le font de cette manière-là. Hmm. Et moi, pareil. Dans le parking, il y a plein de niches. T'en as qui achètent des batteries de garage à la campagne. Moi, dans la colocation de parking, je suis top of mind. Et les gens se tournent vers moi. Les médias se tournent vers moi quand ils veulent faire un article. Et je cultive ça plutôt que de manger à tous les râteliers, de faire du Airbnb, du truc, du machin. C'est pas possible pour moi. Je comprends. Aujourd'hui, en termes de communication, où est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu fais? En termes de com, je communique. J'ai pas de stratégie de communication. Tu vois, je suis sur. Tu veux dire sur quel réseau ou de quelle manière Ouais, de ou... manière générale, sur quel réseau t'as décidé de parler de ce que tu faisais, en fait? Écoute, là, j'étais très focus sur l'équipe de vente qui ne vendait pas sur mes formations. Mais je vais reprendre la parole sur LinkedIn parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Donc ça, je vais réactiver LinkedIn pour prendre la parole soit sur le sujet un peu du financement des startups, Mhm. des parkings, des finances perso. Ça m'anime beaucoup, tu vois, les finances perso. Euh, j'ai envie d'écrire un autre bouquin aussi. Mhm. J'ai beaucoup aimé l'exercice. Je l'ai écrit seul. J'ai choisi de pas avoir de co-auteur, etc. Je l'ai écrit tout seul pendant 8 mois. J'en ai écrit 3, c'est un enfer, je sais pas comment tu fais. À chaque fois, moi, Moi, c'est j'ai bien aimé. pain in the ass, c'est genre, j'ai l'impression d'aller au bagne, quoi. Ah, c'était chaud. Hein. Oh, c'est dur. C'était chaud, mais j'ai adoré ça. En fait, j'ai adoré ça parce que putain, c'était une psychothérapie, quoi. Je sais pas, mais après, je suis peut-être bizarre, tu vois, mais je suis rentré vraiment dans le Moi, j'ai bouquin. pas aimé. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Après, bon, bon, j'ai bien aimé le résultat final. Mhm. Mais il y a eu des moments, ouais, c'était chaud, quoi. Ouais. Même dans ma vie privée, ça niquait ma vie privée, quoi, tu vois. À un moment, on m'a dit, t'es gentil, Alex, mais il y a de la place pour rien d'autre. Donc, ouais, ça Mhm. pose un petit souci quand même sur le plan perso. Mais ouais, donc je vais communiquer dans un autre bouquin. J'ai mon bouquin qui se vend très bien. J'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'on en a vendu pas mal. Insta, j'ai envie de reprendre un podcast, refaire du YouTube. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est la création de contenu. J'allais dire, faut que tu fasses un podcast vidéo, toi. Mais ouais, mais j'adore ça, T'es, j'adore t'as- ça, j'adore ça, T'es à l'aise avec la technique, t'es à j'adore. l'aise sur ton sujet, t'es à l'aise pour t'exprimer, tu connais plein de gens, t'as rencontré plein de gens. Fais un podcast vidéo sur l'investissement, l'argent, la finance personnelle, il y a tout le monde qui voudra le Ouais, voir. ouais. Je vais. C'est dans la to-do, tu vois. J'ai tout le matos, comme je t'ai montré en antenne, et puis j'adore ça en fait. Ça me fait kiffer. Je suis un geek en fait. Moi. Ça se voit pas, tu vois, mais je suis un geek et j'adore la technique, tu vois, les Moi, micros, les j'ai tellement caméras. lâché l'affaire avec ça. C'est que j'ai Bah, je suis moins là-dedans, mais je kiffais à j'ai l'époque. 10 000 balles de matos, vidéo, photos, son, etc. que je n'utilise pas. Je tourne tout maintenant avec ce putain de micro Blue Yeti et une caméra à 50 balles. Ouais, après, il y a deux choses, tu vois. J'aime bien la technique, mais il y a un moment, je suis aussi run and gun et j'aime bien le côté. Euh, Il y a un souci souvent que je vois avec des entrepreneurs en France, c'est ils sont trop perfectionnistes. Et en fait, quand tu es trop perfectionniste, ça marche pas. Et tu fais rien. Tu vois, ils vont pas le faire parce qu'il n'y a pas le bon micro, la bonne caméra, la bonne voix, la bonne machin, le bon timing. Et puis on fait ça le premier, tu sais, les bonnes résolutions du premier de l'an sur des potes comme ça. Donc non, après, ce qui compte, c'est de le faire à fond et de tenter, quoi. Et après, chemin faisant, en fait, on s'améliore. Donc ouais, c'est dans ma to-do de reprendre ça, de m'éclater, en fait, de reprendre du plaisir en faisant du contenu. Et puis après d'avoir un système d'acquisition qui soit carré, comme tu le sais, pour pouvoir proposer des services. Mais je pense que quand tu es dans ta zone de génie, quand tu es bien, ça se ressent et les gens adhèrent en fait. Et quand c'est un peu forcé, tu sens qu'il y a du stress, des enjeux, il y a un truc qui colle pas et c'est inconscient chez ton client, mais ton client il l'achète pas. Il se dit, Je suis je vais pas d'accord. ressembler à ce gars-là, là, il est chelou, tu vois. Je suis d'accord. Donc, C'est quoi ta vision de l'argent, qui plus est de l'argent en France, aujourd'hui?
Ah, on rentre dans des sujets qui me plaisent. J'aime bien parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup d'irréductibles gaulois, tu vois, de mecs qui investissent et qui ont monté des boîtes en France et qui restent en France et genre, ouais, ça se pète la gueule, mais c'est pas grave, on sera là pour tenir les murs et tout, tu vois. J'ai une chaîne YouTube de montres qui a 5000 abonnés d'ailleurs. J'en parle pas beaucoup, mais il y a 5000 personnes sur YouTube, c'est balèze, 5000 personnes. Et je parle de ces sujets-là parfois. Et parce qu'il y a des mondes qui, tu vois, qui sont un peu clivants, ça génère un peu de stress, de frustration des gens. Et l'argent en France, c'est un souci, quoi. En fait, l'argent, c'est un souci, surtout la volonté, la réussite, l'ambition. En fait, c'est vulgaire. Mais je le vois même au sein des familles. Au sein même de ma propre famille, tu vois. Si tu dis que tu es ambitieux, que tu veux gagner de l'argent et tout, c'est cheap en fait pour certaines personnes. C'est vulgaire. Mais il parle que d'argent, il a accès à la bouche. C'est très différent des anglo-saxons. Moi, ce que j'aime bien chez les anglo-saxons, c'est que ils ont une vision complètement décomplexée de la thune, tu vois. Carrément. Ils s'en foutent en fait. Tu peux venir avec une super bagnole au bureau, c'est pas un problème. En France, si tu es directeur commercial ou DG d'une boîte et que tu viens avec une Porsche, bah ça va créer des soucis à la machine à café. Et on a un rapport très compliqué avec la réussite des autres. Tu vois, là, on est un des seuls pays où les voitures sont rayées dans la rue, où tu vois entre les maisons, celui qui a un plus beau jardin, enfin c'est chiant quoi. Les gens sont assez jaloux en France. En France, quand tu as une belle voiture, on te la raye et on te dit que tu l'as volée. Aux États-Unis, quand tu te balades avec une belle voiture, les mecs t'arrêtent pour savoir ce que tu fais dans la vie et si tu peux les embaucher. C'est très cliché, mais c'est très vrai. Tu vois, quand tu dis ça, tout le monde l'a dit, mais c'est très très vrai. Et après, bien sûr, il y a des endroits où c'est pas le cas, tu vois, mais enfin. Tu vois un mec en qui a une France, tête c'est un nulle peu part. cramée, qui a une tête de venir d'un ghetto en France qui conduit une belle bagnole, tout de suite il y a plein de clichés, plein de trucs. C'est chiant, quoi, tu vois. C'est chiant, en fait, c'est chiant de ce côté-là. Et ce côté un peu vulgaire de la thune, moi je l'ai constaté, tu vois. Vraiment, mais dans des cercles très proches de moi. Où bah voilà, tu vois, je suis dans l'immobilier, je me suis bougé les culs, j'ai fait des sacrifices, ça tourne et tout. Bah, je vais me payer des trucs sympas et c'est un peu cheap, quoi. Tu vois, c'est pas élégant. Tu vois, c'est un peu tu reviens à des choses. C'est quoi le rapport? Enfin, les deux sont pas incompatibles. Ça me saoule en fait. Moi, je le vois. J'avais il y a pas longtemps au téléphone par hasard un entrepreneur qui est dans le milieu de l'accompagnement, qui a une belle boîte, qui gagne bien sa vie. Sa femme, elle est salariée en Suisse, elle gagne bien leur vie, etc. Il me disait, moi, je sais pas comment dépenser l'argent. Je m'étais aucune imagination et on discute 5 minutes en rigolant, tu vois. Je me fous un peu de sa gueule sur ça. Gentiment, il me disait, non, mais qu'est-ce que je dépense? Bah écoute, moi là, ce week-end, j'ai des potes à la maison, je viens d'acheter 400 balles de champagne, quoi. Alors forcément, je dis ça dans une vidéo, je vais me faire crucifier. Si ça finit en shorts TikTok, je suis mort. Mais enfin, il y a moyen de faire des choses marrantes, tu vois. Et après, encore une fois, les gens, ce qu'ils regardent pas quand ils voient un entrepreneur qui réussit, qui gagne de l'argent, c'est qu'est-ce que ça lui a coûté. Je suis à mon compte depuis 12 ans. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais pendant très 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 longtemps, je bossais 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Au point de faire des insomnies, des débuts d'ulcères, de pas dormir de la nuit, etc. Enfin, le niveau de stress assez spectaculaire quand ça déconne. Bah ouais, quand ça marche, j'ai le droit de m'acheter une caisse de champagne et je vous emmerde, quoi. J'en ai chié pour. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'en France, t'es obligé de justifier que tu travailles comme un âne et que t'en chies pour justifier ton argent. Alors que foncièrement, le but dans la vie, ça devrait être quand même de travailler le moins possible et de gagner le plus possible. Je suis d'accord avec toi. Il y a une espèce de gêne en fait à vouloir réussir, à avoir réussi, à vouloir réussir. Et il y a un besoin de justification et d'explication, de storytelling à faire alors qu'il n'y a pas lieu d'être en fait. Et les gens font beaucoup de raccourcis. Et après, le système aussi te pousse à être dans la norme, quoi. En France, c'est un pays qui est quand même où il faut être dans la norme. Tu vois, c'est pas pour faire la politique, mais il faut être dans une espèce de norme. Il n'y a pas une tête qui dépasse. On Même nous à le l'école, dit, c'est comme ça, etc. on nous le dit depuis petit, hein, vivons heureux, vivons cachés. Moi, on m'a répété ça toute ma vie. Ça, c'est fort. C'est français, cette expression. Vivons heureux, vivons cachés. Pour moi, c'est dramatique. Laisse le libre arbitre à l'entrepreneur qui a réussi ou le sportif, où on s'en fout, de se faire plaisir. Et c'est mérité, et c'est cool, et tant mieux. Et raconte-moi, donne-moi des tips. Pourquoi tu as réussi? Enfin, tu vois, je trouve, en fait, moi, ça me fascine, en fait, les gens qui ont réussi. Peu importe le domaine. Un mec qui fait de la guitare, je joue pas de guitare, mais un mec qui joue de la guitare comme un dieu, je vais vouloir faire un resto avec lui, tu vois. Je suis fasciné. J'aime tous les experts passionnés, la en fait. réussite des gens. Tous les experts passionnés. Ça me fascine. Ça me fascine, les gens passionnés, les gens qui réussissent. Et souvent, ils réussissent parce qu'ils sont passionnés aussi, parce que la réussite, c'est une conséquence, hein, finalement, de tout ça. Moi, ça me passionne. Et après, j'ai grandi dans
dans l'entrepreneuriat. Donc, si tu veux, je suis pas du genre à acheter des tomates sur Bernard Tapie, mais plus à essayer de comprendre comment il faisait, par exemple, tu vois. Donc, moi, je suis pas dans cette culture à se comparer aux autres et tout. J'ai pas grandi comme ça, Dieu soit loué, mais voilà, il y a un gros souci en tout cas avec ça en France et c'est un peu con. Après, ça m'empêche pas de vivre, mais c'est un vrai sujet. Ouais. Je trouve en fait que les gens passionnés sont passionnants. Et moi, j'ai déjà réussi à me faire prendre dans un discours comme si on me racontait les Seigneurs des Anneaux, alors qu'un mec me parlait de réglementation européenne de TVA. Mais juste, en fait, il venait de passer 12 heures à chercher une ligne qui allait tout changer pour lui. Et il me disait ça avec tellement d'animation dans le regard que j'avais l'impression qu'on me racontait le dernier Pixar. Tu vois. Et moi, j'essaie d'avoir des gens comme ça autour de moi. Je m'en fous de combien ils gagnent. Je m'en fous de ce qu'ils appellent réussite et quel est leur niveau vis-à-vis de la réussite. Je m'en fous si c'est des hippies en Sarwell ou si c'est des mecs en costard avec des montres très, très chères ou n'importe quoi entre les deux. Est-ce qu'ils sont profondément passionnés par un truc dans la vie, peu importe lequel, et qu'ils peuvent m'en parler avec des étoiles dans les yeux et donc rentrer dans toute conversation ultra intéressante. Et des gens comme ça, on en manque. Et c'est pas une question d'argent, de réussite, c'est vraiment juste on manque de gens passionnés par ce qu'ils font, quoi. Ouais, parce que le système te pousse pas à ça, te pousse à attendre un peu que tout tombe de l'état, etc. Donc c'est vrai que moi, il y a deux choses qui me plaisent chez quelqu'un, c'est effectivement ce qu'on peut s'apporter mutuellement, tu vois. Euh, Même s'il est passionné de pain au chocolat, de pétrir la pâte, c'est génial. Et, euh, et après, la bienveillance de la personne, tu vois, parce on peut se tirer la bourre, on peut s'engueuler dans le monde pro, voir des différents, etc. Mais où la personne, tu vois, sent qu'elle veut vraiment t'aider, quoi, tu vois. Qu'il y a vraiment un fond de bienveillance, même si en surface, on s'engueule, on se tape dessus. Ça, c'est important. Donc ça, c'est les deux points importants. Mais tu as raison. C'est vrai que les gens passionnés sont passionnants. Et en général, ils sont plus successful parce que ils arrivent à convaincre, quoi, dans un business ou l'autre. C'est vrai aussi. J'ai une dernière petite question pour toi. Si tu devais donner un conseil au toi qui a 15 ans, tu lui dis quoi? Attends, à 15 ans, j'en étais où? 86. Ouais. Je me dirais, ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. Parce que, tu sais, quand tu réussis un truc, même à ton petit niveau, t'es passé par des stades difficiles, tu vois. Ça arrive à tout le monde. Ça, les gens ne le savent pas. Et tu le mets pas dans les stories, dans les trucs. Donc, moi, c'était difficile. J'ai grandi sans mon père, qui est mort quand j'avais 9 ans. Je me retrouvais avec ma mère, pas de frères et sœurs. Donc, tu vois, c'était chaud. Franchement, toute ma vie, ça a été chaud. Et du coup, j'ai flippé, quoi. Je me dis, est-ce que je vais être heureux? Est-ce qu'on va avoir de la thune? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et c'était compliqué. Donc, j'avais plein de peur. Tu vois, j'avais plein de peur, mais en même temps, ça a été une opportunité de ne pas avoir grand-chose parce que ça m'a permis d'être dans une espèce d'action permanente. Tu vois, de me dire, j'ai rien à perdre. Et en gros, j'ai tellement peur que je suis en mouvement. C'est comme si j'avais volé un paquet de bonbons au supermarché et que j'étais en train de cavaler, que tu avais le vigile qui me suivait. Et genre, je m'arrête jamais, quoi. Donc, en fait, ça a été une course en avant. Et c'est que depuis récemment, en fait, où je suis un peu moins dur avec moi et où je me dis, souffle un peu, quoi, tu vois. C'est mes potes qui m'ont dit ça, souffle un peu. Et voilà, t'as quand même fait plein de trucs, t'as écrit un super bouquin, ça marche bien pour toi, souffle un peu. Mais moi, pour moi, j'étais encore en train de cavaler. Donc je me dirais ça, ça va bien se passer. Et voilà, donc je pense que c'est la chose que je me dirais. Et si, voilà, si on a peur, il faut juste aller de l'avant, tester et essayer. Il y a une expression à la con de vieux qui dit pierre qui roule n'amasse pas mousse ou je sais pas quoi. J'aime bien l'expression, c'est quand j'ai vécu chez mes grands-parents un an, ils me sortaient des expressions comme ça, j'en ai toute une ribambelle. Et en fait, quand tu t'enchaînes, tu vois, t'amasses pas mousse, en fait, ça marche, en fait. Faut juste être en mouvement. Dans ton business, toi, par exemple, tu vois, tu es tout le temps en mouvement, tu regardes ce qui se fait, beaucoup aux États-Unis, tu t'inspires, tu comprends. Si demain tu t'arrêtes d'être curieux, t'arrêtes de bouger, tu vas prendre du retard. C'est Il y a fini. des gens qui vont arriver, ils vont te bouffer. C'est même toi qui m'as dit ça, je me souviens très bien. Tu m'as dit, quand tu lances un business, euh, il faut toujours innover, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours croître et développer. Si tu fais pas croître ton business, il meurt. Et ben moi, c'était pareil pour moi. J'avais pas de business à l'époque, mais je sais que si je m'arrêtais par rapport à mon contexte, c'était chaud en fait. Donc j'ai cavalé.
Et voilà. Et je cavale encore, mais là, parfois, je fais une petite pause café et je me détends, tu vois. Non, je me mets un peu de douceur dans ma vie et ça fait du bien. C'est important aussi. Où est-ce qu'on te retrouve si on a envie de continuer à te suivre après cet épisode? On peut me retrouver sur LinkedIn, Insta, Alexandre Lacharme, et le site aussi, alexandrelacharme.com. Ok. Une nouvelle version qui va sortir là, dans 10 jours, qui va être top. C'est bien ça. J'espère que ça m'a coûté une tonne. Donc, non, j'espère en tout cas. Et échangerons si vous avez des questions, et avec grand plaisir. Très bien, on mettra tous les liens dans la description. Alex, merci beaucoup pour ton temps et pour tous tes partages sincères. C'était très cool de t'avoir sur le podcast. Merci Jérémy. Cool, ça m'a fait très très plaisir et j'adore ta vibe aussi et c'est cool, c'est un vrai plaisir en tout cas. Plaisir partagé. Et à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de mettre les pouces, les likes, les commentaires, les étoiles, tous les trucs qu'on vous dit d'habitude. Encore une fois, comme je le répète à chaque fois, j'ai aucune idée si ça influe quoi que ce soit sur l'algorithme. Mais bon, nous, ça nous fait plaisir et ça nous donne envie de continuer. Yes. À plus. À plus.